Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet grave mais vraiment essentiel, le risque et les conduites suicidaires. Notre source principale, c'est le référentiel officiel français de psychiatrie pour les CN, et notre mission, c'est d'en extraire les informations clés pour mieux comprendre cet enjeu majeur de santé publique. Oui, un enjeu vital, effectivement. C'est l'une des toutes premières causes de mortalité évitable en France. Comprendre les mécanismes, les chiffres, savoir repérer les signes d'alerte, c'est fondamental. Pas juste pour les soignants, hein, mais pour nous tous, en fait. Tout à fait. Alors, commençons peut-être par poser un peu les bases, clarifier les termes. Le document fait bien la différence entre conduite suicidaire, ça c'est le terme général qui inclut le suicide, donc l'acte fatal, et la tentative de suicide, l'ATS, qui est l'acte non fatal, mais avec intention de mourir. Oui, et c'est important de bien distinguer ça des automutilations, où l'intention première n'est pas la mort. Exactement. Et puis il y a aussi les idées suicidaires. Ça peut aller de pensées assez vagues, fugaces, jusqu'à un plan très précis, très élaboré. Et au cœur de beaucoup de ces situations, on trouve ce qu'on appelle la crise suicidaire. Le point vraiment capital à retenir, je crois, c'est que c'est une crise psychique qui est temporaire et surtout réversible. La personne, elle se sent complètement submergée dans une impasse totale et le suicide lui apparaît petit à petit comme la seule solution possible. Et comment ça se manifeste concrètement? Alors, les signes peuvent être très variés. Une anxiété très forte, des symptômes dépressifs évidents, parfois un abus d'alcool, de drogue, un isolement social marqué. Et puis, ça peut aller jusqu'à un désespoir vraiment intense et la recherche active de moyens pour passer à l'acte. Attention aussi, le référentiel mentionne le syndrome pré-suicidaire de Rengel. C'est un état de calme apparent, un retrait, qui peut faussement rassurer l'entourage. Ah oui. Oui, mais ça peut en fait signaler que la décision est prise et que le passage à l'acte est imminent. Donc méfiance face à ce calme soudain. D'accord, c'est un point important. Ces définitions posées, regardons un peu les chiffres en France. Ils sont assez saisissants quand même. On parle de près de 9000 décès par suicide chaque année. C'est énorme. C'est quasiment un toutes les 40 minutes. C'est ça. Et à côté de ça, entre 150 000 et 200 000 tentatives qui sont prises en charge chaque année. Oui, c'est considérable. Et ce qui est frappant, c'est l'impact sur les jeunes. Oui, deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans et même la première chez les 25-34 ans. Exactement. Et aussi une surmortalité masculine très nette. À peu près 3 hommes pour une femme qui décèdent par suicide. C'est un écart important, hein. Et un autre chiffre qui interpelle vraiment, c'est le lien avec la santé mentale. Près de 90% des personnes décédées par suicide avaient un trouble psychiatrique, qu'il soit diagnostiqué ou non. Ah oui, 90%, c'est énorme. Oui, ça suggère très fortement que le suicide, c'est très souvent la conséquence tragique d'une maladie qui impacte le jugement, la perception, et pas juste un choix fait en pleine conscience. Et il faut aussi parler du risque après une tentative. Il est très élevé. C'est-à-dire, Le risque de refaire une tentative est d'environ 40%, et souvent dans l'année qui suit. Et le risque de finalement décéder par suicide est multiplié par 50 dans l'année après une TS. par 50, c'est colossal. Oui, et sur toute la vie, ce risque reste supérieur à 10%. Ça montre à quel point le suivi après une tentative est absolument crucial. Oui, on comprend mieux l'enjeu. Alors, face à ça, comment on peut repérer le risque? La source insiste beaucoup là-dessus. Il faut oser poser la question des idées suicidaires directement. Est-ce que c'est si simple? Simple non, ce n'est pas simple, mais c'est essentiel. Contrairement à une idée reçue assez tenace, en parler, nommer les choses, ça ne va pas déclencher l'acte. Au contraire, ça peut libérer la parole, ouvrir un espace pour que la personne exprime sa souffrance. D'accord. Et les signaux d'alerte, ils sont différents selon l'âge? Oui, il varie. Chez l'enfant, même tout petit, dès 5-6 ans, un repli sur soi, des plaintes physiques répétées sans cause médicale claire, des jeux ou des dessins morbides, ça doit alerter. Chez l'adolescent, il ne faut jamais banaliser une expression d'idée noire, même si ça peut paraître théâtral parfois. Attention aussi à la baisse brutale des résultats scolaires, aux conduites à risque type alcool, drogue ou aux addictions. Et pour les adultes et les personnes âgées? Chez l'adulte, ça peut être plus masqué. Des difficultés au travail qui s'installent, des problèmes relationnels importants, des consultations médicales très fréquentes pour des motifs variés. Et chez la personne âgée, l'expression directe est plus rare,
mais l'intentionnalité est souvent très élevée. Il faut être vigilant à l'isolement, au refus de manger, de se soigner, surtout après un deuil récent. Et là, quasi systématiquement, il y a une dépression associée. D'accord. Donc des signaux variés, mais une vigilance constante nécessaire. Et quand un risque est suspecté, les professionnels, eux, ils utilisent un cadre précis, c'est ça? Le fameux RUD. Oui, c'est l'outil de base pour évaluer la situation. Risque, urgence, dangerosité. Alors, le risque, ça évalue le terrain, si on veut. On pèse les facteurs de risque, les antécédents personnels, de TS, familiaux, les troubles psy, les événements de vie stressants comme un deuil, une perte d'emploi, la précarité, face aux facteurs protecteurs comme un bon soutien social, des capacités d'adaptation, ce qu'on appelle la résilience. Ok, ça c'est le risque de fond. Voilà. Ensuite, l'urgence, ça mesure l'imminence du passage à l'acte. Est-ce que la personne a un scénario précis en tête? Est-ce que c'est prévu pour bientôt? L'urgence est maximale si le plan est clair, si les moyens sont déjà là, accessibles, et si la personne est très isolée. Et le D? Et enfin, la dangerosité. Là, on évalue la létalité du moyen envisagé. Est-ce que c'est une méthode très dangereuse? Et sa facilité d'accès pour la personne. C'est très structuré comme évaluation. Et si cette évaluation confirme un risque élevé, euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, la priorité absolue, numéro 1, c'est la sécurité de la personne. Ça commence toujours par un entretien, dans le calme, en confiance, pour bien évaluer la situation actuelle et surtout créer une alliance thérapeutique. Impliquer l'entourage, si la personne est d'accord bien sûr, c'est souvent une aide très précieuse. Et l'hospitalisation? Oui, si l'urgence ou le risque est jugé trop important, l'hospitalisation s'impose pour protéger la personne. Parfois, il faut le faire sans son consentement si sa sécurité immédiate l'exige, dans le cadre de la loi bien sûr. L'objectif à l'hôpital, c'est double, protéger et aussi traiter la cause sous-jacente, très souvent une dépression ou un autre trouble psy, et commencer à organiser un suivi solide pour la sortie. D'accord. Et il y a des spécificités pour les jeunes, une approche vraiment concertée entre la famille, l'école, les différents soignants, c'est indispensable. Pour les personnes âgées, il faut systématiquement chercher une dépression, une douleur physique non soulagée, parfois une situation de maltraitance, et il faut aussi sécuriser l'environnement, par exemple en retirant discrètement les médicaments ou autres moyens potentiels. Bien compris. Bon, si on essaye de récapituler un peu les points essentiels de ce deep dive. On a vu les définitions importantes, l'ampleur du problème avec les chiffres, les signaux d'alerte auxquels être attentif selon les âges, et puis les grands principes de l'évaluation et de la prise en charge par les professionnels. Le message clé qui ressort, j'ai l'impression, c'est vraiment l'importance de la vigilance, de la communication, oser parler, et surtout ne pas banaliser la souffrance quand elle s'exprime. Absolument. Et il faut vraiment garder à l'esprit que la crise suicidaire, même si elle est extrêmement douloureuse, c'est un état de détresse intense mais transitoire. Il y a des solutions, il y a de l'aide possible. La prévention, elle passe par repérer les personnes vulnérables, identifier la crise le plus tôt possible et assurer un accompagnement solide, sans faille, surtout, on l'a dit, après une tentative. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une réflexion que nos sources nous inspirent. Elles insistent beaucoup sur le rôle protecteur de la résilience personnelle, mais aussi du soutien social familial. Et ça amène à se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait, collectivement, renforcer ces liens, ce tissu social et ces capacités d'adaptation individuelle pour agir encore plus en amont, avant même que la crise n'atteigne son point le plus critique. Voilà, une piste de réflexion.